Hello Marie, Bonjour Adéline. merci de m'accueillir à bord de Penduic. Oh, de rien. Excellent. On y va? Ouais. Allez. Merci Marie de nous accueillir à bord de Penduic, un nom qui forcément résonne. Est-ce que déjà c'est le premier bateau donc, de votre père? Est-ce que vous pouvez nous raconter le lien très fort qu'il avait avec ce bateau et surtout comment est arrivé ce bateau dans la vie de votre père? En gros, c'est mon grand-père qui est tombé sur ce bateau. À l'époque, mon père devait avoir 6-7 ans. Il naviguait déjà à bord d'un petit bateau qui s'appelait l'Annie. Et en fait, les propriétaires à ce moment-là, ils étaient deux frères, se disputaient pour savoir comment est-ce qu'ils refaisaient le pont. C'est quand même des chantiers qui sont assez conséquents en fait, sur ces bateaux-là. C'est eux qui l'avaient peint en noir et qui l'avaient appelé Penduic à ce moment-là. Du coup, ils s'en sont séparés comme ils ne se mettaient pas d'accord. Et mon grand-père a récupéré le bateau à ce moment-là. Et c'était le premier bateau de mon père. Et voilà, le lien très fort, après c'est assez simple, il n'y a qu'à avoir le bateau en fait. Il y a un moment, déjà les coups de foudre, ça s'explique pas. Et puis c'est quand même assez difficile de pas aimer des lignes pareilles. Votre père a sauvé quelque part ce bateau en le reprenant, en le restaurant. Il a même été écrire donc, dans ses mémoires que sans Penduic, sa vie quelque part n'aurait pas été la même. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Ouais, je pense qu'il avait vraiment, comme je dis, hein, les coups de foudre et l'amour, ça s'explique pas, quoi. Et puis le taux d'engagement qu'on peut mettre dans un projet. Parce que ça a vraiment été ça, quoi. Ça a été beaucoup de sacrifices. Ce qu'il a fait, ça a été mettre toutes ses payes quand il était dans l'armée de côté. Ça a été passé énormément de temps. Le jour où il décide de mouler la coque de Penduic pour la préserver, ce qui a été quand même un choix assez engagé aussi, parce que c'est la première fois qu'il y avait un bateau en plastique, en composite. On faisait que des petits bateaux, donc il s'est dit qu'il allait en faire un grand, quoi. C'était jamais arrivé effectivement qu'auparavant on fasse une coque à moule de cette taille-là. C'est ça, donc là aussi il est assez innovant. Chaque Penduic a une innovation, lui c'est la sienne. Mais quand il s'est retrouvé à devoir poncer la coque tout seul, là il s'est dit que le bateau il était très grand. Ouais. Donc ça a été énormément de travail pour lui. Et puis après ça a été de la patience beaucoup pendant beaucoup d'années, le temps qu'il le restaure encore une fois chez Raymond Labbé, et tout ça pour en profiter. Pas très longtemps, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est l'histoire de la vie. Hein. Comment vous expliquez que, donc là on parle de votre père, de vous également qui avez un lien important aussi, j'imagine, avec ce bateau, même si vous naviguez plus sur Penduic 6, mais en tout cas, votre lien, il reste, j'imagine, très fort aussi avec ce bateau-là. Le problème, c'est que l'ubiquité, je ne l'ai pas encore. Donc voilà. J'ai navigué toute ma vie à bord de Penduic. Je suis gardienne de plusieurs bateaux. Là, j'ai consacré beaucoup de temps à Penduic 6. Je gardais toujours un œil. J'ai un œil sur tous les bateaux de la flotte. Hein, faut pas croire. Hein. Je suis pas. Il n'y a pas un pinceau qui est posé sans que je sois au courant. Hein. Mais en tout cas, que ce bateau devienne devienne emblème et soit sélectionné de cette façon-là, donc parmi les monuments préférés des Français. Il y a une fierté, ça fait plaisir, enfin, comment... Ah ouais, non, mais non, ça nous a un peu sauté... c'est un peu sauté à la figure, parce que le terme monument, alors autant mon père, je veux bien concevoir que c'est un monument, mais Penduic, il est tellement... un bateau, pour moi, est quelque chose de mobile et vivant, et un monument, pour moi, c'est statique, quoi. Donc, et puis, c'est vrai que je sais pas, on s'y attendait pas, on n'avait pas... Maintenant, c'est sûr que dès qu'on a été en compétition contre le Château du Taureau, déjà, moi, l'esprit de compétition, ça vous anime. C'est un truc que vous avez en vous. Non, mais c'est surtout... je sais pas combien de maisons en Bretagne on voit des Penduic. Il y a une photo, une maquette, quelque chose... pas qu'en Bretagne, hein, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Mais c'est quelque chose qui a toujours été approprié surtout par les Bretons, et puis après par toute la communauté des gens de mer aussi, évidemment. Mais
Mais ouais, ça fait toujours bizarre. Il y a évidemment plaisir de voir que ça fait 27 ans que mon père est mort et ça fait 27 ans que les bateaux sont toujours en flotte, que les gens sont toujours aussi fascinés quand ils les voient. Et en même temps, il y a quelque chose de vraiment de normal parce qu'un bateau est intemporel et même tous ceux qui viennent à bord en fait aiment naviguer sur ces bateaux-là ou aiment le voir. Enfin, on s'en lasse jamais. Je veux dire, c'est comme si vous avez une conversation avec, je sais pas. Un Edgar Morin où il y a 40 ans et que les gens vous disent « Ah bon, vous aimez toujours parler avec lui ?» Ouais, en même temps, et c'est pareil, on a toujours des conversations qui sont très très intéressantes et très agréables avec ces bateaux, donc que l'on soit à leur bord ou à les regarder en fait. C'est vrai que vous le dites, hein, beaucoup de Bretons ont chez eux des images ou des répliques. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit effectivement. Donc, Penduick est un bateau qu'on associe directement, un des bateaux les plus célèbres. Il n'y en a pas beaucoup des bateaux où on peut se dire, quand on parle du Belém, on va avoir une image en tête. Quand on parle de Penduick, il fait partie de ce petit cercle de bateaux où directement il y a quelque chose qui ressort pour le grand public, ce qui est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de bateaux célèbres finalement. Non, puis surtout, pas beaucoup de bateaux vraiment célèbres et surtout qui sont encore là parce qu'il y a des bateaux malheureusement comme la Calypso qui nous ont quittés et nous on se bat justement pour que ça n'arrive pas quoi. Et pour l'instant on y arrive hein, mais on est toujours sur un équilibre un peu instable quand même parce que faut jamais considérer que c'est acquis quoi. Derrière il y a beaucoup de travail de beaucoup de personnes. Il y a des partenaires qui nous soutiennent, il y a des marins qui naviguent, il y a des bureaux dans des associations, ça fait quand même pas mal de monde. Hein. C'est effectivement la question que j'allais vous poser. C'est vrai qu'entretenir un bateau comme Penduick et le reste de la flotte, c'est énormément de travail, énormément d'argent aussi. Et c'est pas quelque chose de simple de pouvoir continuer à entretenir ce patrimoine. Non, mais c'est pour ça que plus on a des projets, par exemple le Tour du Monde de Penduick 6 fait que quand il y a des gens comme ça qui remettent des nouvelles courses ou des nouvelles idées sur la table, nous ça nous fait des projets pour justement faire vivre les bateaux. Et c'est ça, plus on va avoir de projets, plus on va pouvoir entretenir la flotte, ça c'est sûr. Mais derrière, un bateau ça se dégrade très très vite. Si un bateau pendant 1 an, 2 ans et il n'a pas d'entretien, forcément ça va faire plus de travail derrière, c'est quelque chose de vivant. Un bateau. On va parler de vous, Marie. Donc, vous avez donc terminé à bord de Penduick 6 le tour du monde en équipage. Qu'est-ce que vous gardez maintenant que vous êtes revenu de cette aventure, de ce tour du monde et de cette aventure avec l'équipage qui a été très forte? Il n'y a pas de mots, ça a été un ascenseur émotionnel pendant 2 ans. Quoi. Ça a été... et puis pareil, nous on était 2 ans en mer, mais ça veut dire que je travaillais déjà depuis un moment à le faire. Et pendant 3-4 ans, j'ai vu personne, j'ai plus d'amis, plus de maison. C'était entièrement dédié que à ce tour du monde et de faire en sorte que le bateau et l'équipage partent dans les meilleures conditions possibles. Donc ouais, ça a été beaucoup de travail. Et puis me couper de tout un autre univers que j'aime beaucoup qui est le bateau classique et là je recommence à naviguer en classique et je me dis ah ouais ça fait du bien d'y retourner mais ça a été une expérience incroyable, c'est sûr que je suis pas la même qu'avant. Vous en avez écrit des choses, enfin notamment j'ai vu votre spectacle à Lorient, donc il y a des choses qui sont sorties, il y a eu de l'écriture derrière, il y a le besoin de raconter, de faire le récit de cette aventure. Est-ce que vous avez partagé? Moi j'ai vraiment senti l'importance qu'avaient pu avoir les relations, surtout les interactions humaines dans cette aventure. Ouais, tout seul on n'est rien, surtout encore plus sur ce genre de bateau, mais humainement, ça a été pour moi en tout cas un joli bilan d'où j'étais partie ou ce que j'étais capable de faire en fait. Et me dire ah ouais ça là il y a 10 ans c'est sûr que humainement j'aurais pas pu le faire, j'aurais pas pu tenir aussi longtemps avec plein de personnes dans 9 mètres carrés. Il y a quelques instants vous parliez de votre plaisir à naviguer aussi donc sur des bateaux classiques, sur des navires classiques, c'est-à-dire que
aujourd'hui, c'est en tout cas votre envie de retourner plus sur des régates classiques. C'est quoi les projets là de Marie Tabarly, si on peut en parler? C'est quoi là les envies de Marie Tabarly aujourd'hui? Ouais, Ce j'ai serait toujours quoi? navigué sur plein de bateaux différents. Là, j'étais sur Viola en plan Fife de 1908 pour la Classic Week de Monaco. Aujourd'hui, je suis en IMOCA avec Louis Duc, donc le bateau du Vendée Globe. Et dans 2 semaines, je serai sur Helena, Flandon, un grand schooner énorme. Dont le plan original, je crois, doit être de 1916 ou un truc dans ce coup-là. J'ai plus sa date exacte. Donc voilà, moi ça m'intéresse beaucoup en fait de pouvoir aller voir. Je suis hyper curieuse de plein de navigations différentes et c'est vrai que j'ai vraiment une grosse une attirance pour les bateaux en bois d'arbre qui sentent le vernis et avec plein de voiles partout, des plans de ponts assez compliqués et il y a une culture et des codes que j'aime beaucoup, quoi. Il y a vraiment l'esprit du yachting et une façon de naviguer que j'aime énormément. Ça, c'est quand même votre héritage familial, ça? Ou c'est ce que vous avez construit au fur et à mesure? Probablement. Après, il y a l'héritage familial. Il y a aussi évidemment tous les amis de mes parents que j'ai adoré côtoyer, que je côtoie toujours. Je suis encore avec Marc Berthier, avec l'aquarelliste, avec Daniel Charles qui est historien. On parle des discussions avec ces gens-là qui sont extraordinaires. Donc il faut en profiter un maximum. Et donc ça, ouais, j'aime beaucoup. Mais quand je peux aller naviguer sur des bateaux carbone, je le fais aussi. Maintenant, c'est sûr que moi, je n'irai pas faire un projet bateau carbone. Et je pense que j'ai autre chose à faire et que pour l'instant, on arrive sur il faut qu'on arrive à renouveler le monde du bateau classique. Où on a quand même quelques problèmes qui arrivent, parce qu'on doit retrouver de nouveaux propriétaires, on doit inventer de nouvelles courses, et pareil, les bateaux en bois, s'ils ne naviguent plus, ça devient assez vite problématique. Et ce sont des bateaux qui ont des histoires folles. Donc voilà, et puis c'est techniquement à naviguer, c'est engageant, quoi. C'est vraiment, vraiment engageant. C'est physique. Ah bah ouais, il garantit que j'ai eu la chance de faire l'avant de Mariska pendant 8 ans à 15 G. Garantit que quand vous avez des gros sacs à voile, que vous avez un bout dehors de 6,50 m, vous avez l'eau qui passe comme ça dessous, vous enlevez vos sacs, tout ça sur des petits parcours. Wow, et puis c'est 16 personnes, nous on était 16, mais là le prochain bateau on doit être je crois 35 contre là. Enfin, c'est toute une coordination qui doit se mettre en place où voilà, chacun doit faire bien sa partition tout en regardant ce que fait l'autre, anticiper quand même le bateau. Enfin voilà, mais c'est une voile que j'adore. Tout en respectant le bateau et pas en tirant dessus comme un porc, mais il faut en même temps gagner la régate quand même. Donc voilà, on est avec du bois et puis on est avec des œuvres d'art, quoi. Donc il faut faire très attention. Mais et puis ouais, j'aime vraiment rencontrer la culture de ce milieu, quoi. Ça, c'est sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, c'est trouver comment retransmettre toute cette culture-là. Tout en gardant, c'est ça, vous l'avez dit, un pied aussi avec le monde de la course au large. Vous avez plaisir à avoir... Le monde de la grande croisière. Il y a plein de milieux dans lesquels on peut aller. En fait, la course, le bateau à voile ne se résume pas que à l'Orient et aux IMOCA et aux Ultimes, en fait. Il y a aussi les maxis, il y a les maxis modernes, il y a des vieux bateaux en bois. Il y a des régates aux Antilles, il y a plein d'endroits où on navigue, en fait. Donc en fait, le seul truc, c'est d'apprendre à parler anglais. Une fois qu'on sait faire ça, c'est parti. Ouais, il faut commencer à faire un peu de bateau stop. Et puis, il y a toujours une place sur un bateau quelque part pour mettre les pieds à l'étrier, en fait. Donc voilà. Super, Marie. Pour terminer, je vous fais 2 choix. Vous répondez du tac au tac, si vous êtes OK. Si je vous dis choisir entre partir faire une randonnée à cheval en Patagonie ou une traversée du Pacifique, vous prenez quoi? Pacifique sans hésiter, parce que je déteste mettre mes fesses sur un cheval.
je suis à cheval pour avoir une relation, enfin quand le cheval me donne l'autorisation de monter sur lui et quand j'ai développé une relation avec. Mais maintenant, monter sur des chevaux, juste bah tiens, on va aller faire ça, j'y arrive pas du tout. J'y arrive pas du tout. Puis je sais comment il monte, transpac direct. Ok. Équipage ou solitaire? Ouais, j'aime beaucoup l'équipage. J'ai adoré le solitaire parce que bah, au moins quand on a des emmerdes, on est tout seul. Mais quand il y a plein de moments où c'est quand même vachement sympa d'être tout seul quand même. À choisir, je dirais le double parce que là, c'est les avantages de la vie de couple et sans avoir les avantages du célibat, donc tout est parfait. Ok. Mais je trouve qu'on doit promouvoir la navigation en équipage, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de grandes courses en équipage maintenant. Et puis un piège pour finir, Penduick 6. Cachemire. Ok. Cachemire. Mon cheval. Okay. Mais je vais pas choisir. Je ne choisirai jamais entre Penduick et Penduick 6. Je sais pas, je vous demande pas de choisir entre de vos enfants ou vos deux parents. C'est tout à fait vrai. Quoi que ce soit. Exactement. C'est très beau. C'est très beau ce que vous dites. Merci beaucoup Marie. Un grand merci à vous. Merci.